Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle web émission Et voilà. Et voilà, c'est votre rendez-vous éco-responsable, bon pour l'humain, pour l'économie et pour la planète. Nous sommes aujourd'hui en public, ici au Chêne Pointu, qui est un bâtiment logistique consacré à l'activité retail du groupe Tipco. Je vous propose pour ce deuxième épisode de poursuivre notre réflexion avec nos deux invités, Luc Tierlink et Frank Sprecher, en répondant à deux grands axes, deux questions majeures, à savoir comment mettre en place ces nouveaux modèles économiques et enfin, partie que nous préférons, les conseils pour vous aider à mettre en place ces nouveaux modèles économiques. Franck, tu as soulevé quelque chose, alors peut-être aussi Luc, combien de temps ça met quand vous dites « Ok, j'ai pris conscience » et vous sortez la première proposition de valeur, on va dire éco-conçue, en tout cas dans ce nouveau modèle. C'est quoi à peu près l'espace-temps de transformation, la conduite du changement? Deux, trois réponses à ça, Johan. La première, c'est que et j'y reviendrai peut-être plus tout à l'heure s'il y a une question sur les conseils que j'aurai à donner. Probablement. J'ai pas beaucoup de conseils à donner. On a bien préparé. Je ne me considère pas comme un expert de quoi que ce soit, mais en me retournant, je pense qu'il y a deux, trois éléments qui étaient fort précieux ou qui restent fort précieux pour ce genre de projet. Je ne pense pas qu'il faut changer la culture d'une organisation. Je ne pense pas qu'il faut éco-concevoir en amont les produits avant de se mettre en mouvement. La première phase d'exploration chez Decathlon, elle a coûté 150 000 € à Decathlon pour un pays qui réalise 32 millions de résultats. Donc, c'est du fric, hein, mais ça ne mettait pas Decathlon en danger. On a bricolé c'était presque papier-crayon. Le parcours client était désastreux. Le seul objectif, c'était de capter de la donnée. Donc, on ne parlait pas encore d'éco-conception, on ne parlait pas d'intégration dans le digital, on ne parlait pas de logistique. On va juste capter de la donnée et voir ce qui se passe, en fait. Donc, ça ne nécessite aucun changement de culture. Donc, le jour où on a eu l'idée, quelques jours après, le projet démarrait. Oui, j'ai surtout envie de répondre à ça. Donc, ça ne prend pas énormément de temps. Par contre, et j'imagine que je vais pouvoir parler du potentiel de ce genre de modèle après aussi, mais une fois que le potentiel est éclairé, et avec les chiffres que je vais vous partager tout à l'heure, là, ça devient une potentielle énorme transformation pour une entreprise qui se met en mouvement sur des modèles comme ceux-là. Et là, ça se complexifie. Et là, il va falloir intégrer progressivement toutes les parties prenantes internes dans ce genre de projet. Mais avec les chiffres que je vais vous partager tout à l'heure, je fais un peu de teasing. Je pense que c'est beaucoup plus simple de mettre toute une organisation en mouvement avec des potentiels comme ceux-là. Mais alors, globalement, on est plutôt sur une transformation. Alors, bien évidemment, ça change en fonction des organisations parce qu'il y a plus ou moins d'agilité dans l'organisation ou dans les entreprises, mais on est plutôt sur une transformation de 6 mois où il a fallu 24 mois entre la réflexion et l'aboutissement sur le marché d'une première offre. Il a fallu quelques jours. Ok, c'est encourageant. En fait, le modèle, on l'a construit de cette manière-là. En fait, on démarre avec l'existant. On ne se met pas en mouvement pour concevoir plus rapidement les produits, par exemple. On se met en mouvement sur l'existant. On capte la donnée. On voit quel est le potentiel du modèle. Le potentiel du modèle est là avec les produits, la situation d'aujourd'hui. Il n'y a qu'une chose qui soit possible. Si le potentiel est là, c'est qu'on peut optimiser en éco-concevant, en allongeant la durée de vie. On y va. C'est le chemin, comme disait Franck, c'est le chemin. Donc on est en chemin et finalement, ce chemin, il est pas à durée déterminée. C'est ça. C'est un de mes 3 conseils. C'est mettez-vous en mouvement sur les modèles les plus ambitieux, pas à pas, en mobilisant peu de fric et peu de ressources dans l'organisation. Et test and learn. Alors ça a un nom, ça. Nous, au Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, la méthode qu'on utilise, c'est l'effectuation. C'est le maître Zilberzahn, Philippe Zilberzahn, vous pourrez aller regarder, c'est un changement de posture du dirigeant. Et c'est exactement ça, parce qu'un des principes de l'effectuation, c'est la perte maximum acceptable pour aller à la prochaine étape. C'est-à-dire, voilà, qui on est, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on a envie de faire.
Et on va à la prochaine étape en travaillant ensemble. Et donc on se donne une somme d'argent. Si on n'y arrive pas, on est aligné avec ça. Ok, on a mis ça 50 000. Ok. Et donc on verra ce qu'on obtient à ce moment-là. Et si finalement ça correspond pas, c'est pas grave. Et là, vous voyez, vous libérez l'équipe. Parce que si vous dites comme d'habitude, bon, je te donne 150 000 balles, mais fais gaffe, hein, parce que si tu n'arrives pas, si les KPI ne sont pas au rendez-vous, t'es lourdé. Hein. Ça, c'est une méthode qu'on connaît bien, qui motive. Hein, il faut continuer comme ça. Bon, maintenant, la méthode effectuelle, c'est pas ça. C'est dire, écoutez, voilà. Mais on fait pas n'importe quoi. On va pas dans tous les sens. C'est un chemin, mais bien sûr que l'on pilote les choses. Et donc, un des principes, c'est la perte maximum acceptable. C'est-à-dire, pour aller à la prochaine étape, on se donne 10 réunions, on se donne 100 000 balles, voilà. On a un objectif, bien sûr, que l'on voit. On se trompe pas. Voilà. Si on décide qu'on monte l'Everest, on monte pas sur un autre. On est bien sur le chemin. En même temps, on va pas à pas et on avance comme ça. Et c'est le dirigeant, par contre, qui impulse cette façon de travailler et cette façon de faire. Et donc, dans les déterminants, il y a quand même cette appétence au changement. Seuls les bébés mouillés aiment le changement. D'accord. Oui, on est tous, bien sûr, on sort de sa zone de confort et vas-y, oui, c'est ça, bien sûr. Maintenant, voilà. Faut un stimuli, quoi. C'est ça que tu dis. Voilà. Et là, vraiment, c'est donc un engagement du dirigeant. Et donc nous, au Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, ça va nous prendre une trentaine d'heures de travail pour amener le dirigeant à une certaine prise de conscience. Que effectivement, avec des notions bien particulières que l'on travaille, et se dire ok, ma proposition de valeur, elle pourrait être amenée à évoluer effectivement. Je vois un peu voilà où j'ai envie d'aller. Voilà. Ok, ça me dit bien de plus seulement vendre des pompes, mais encore une fois, je reprends cet exemple de passer à la garantie des fluides, etc. Ça me dit bien. Je me sens prêt moi-même à porter ça dans la boîte, parce que on a constaté que ça peut être des drames, hein, souvent. Vous savez, quand vous arrivez le lundi matin, vous avez vos commerciaux qui sont incentivés au quotidien sur la vente de produits et de services de plus en plus. Vous leur dites, on va plus vendre de produits. Là, ils disent, patron, rentre à la maison, prends du repos, ça va aller mieux et tu reviens. Voilà. Non, un dirigeant, il fabrique des packaging comme ça, d'abord en plastique pétrole, après que tu les mets dans le sol, ça améliore le sol. Et puis un jour, il a dit, on va plus faire de packaging. À ces commerciaux qui sont incentivés sur plus vendre ça. Ouais, alors on a fait un peu de d'éco-conception, tout ça, mais d'ailleurs ça m'embête parce que moi ça coûte plus cher et puis voilà, donc voilà. Et c'est chaud, hein, c'est chaud. Et donc c'est une vraie transformation. Et donc il faut que le dirigeant, voilà, puisse être préparé. Et donc après, donc on a une trentaine d'heures de travail pour faire évoluer entre nous. Et puis après, il y a possiblement quand même, pour moi en fait, pour arriver au market, pour arriver à la contractualisation, il y a quand même 200 à 300 heures de boulot avec les équipes, réellement. Et dans 7 cas sur 10 au CJD, en tout cas, ça amène à la création d'une structure à côté. Parce que le dirigeant et les équipes prennent conscience que c'est quand même assez risqué de basculer d'un coup d'un seul vers le nouveau modèle. Mais il n'y a pas de règles sur tel ou tel type de métier ou tel petit. Voilà, il y a une entreprise, il y a une histoire. Voilà, là on est chez Decathlon et pour connaître un peu Michel Leclerc, on arrive là parce que Michel, quand il a été viré par Gérard Mullier du service boucherie du premier Auchan à Ronques, a pris sa liberté et est allé créer Decathlon. Donc ça vient pas comme ça du ciel, ça vient pas. Voilà, c'est déjà Michel qui, le premier jour quand il a fait ça, a orienté l'entreprise. Et donc là, on a une histoire, on a un potentiel derrière. Et bien sûr, après, il a embauché des gens qui ont porté ça. On arrive à cet exemple magnifique. Donc, il y a aussi, voilà, il faut prendre le temps. Il y a aussi l'appétence du dirigeant, il y a aussi la compréhension des équipes. Mais c'est clair que ça amène un changement. Moi, je dis, dans la RSE, on touche la déco. Hein. Donc, si on se gourre sur le papier peint, c'est pas grave. Là, on va toucher le mur porteur. Quand on touche le mur porteur, on tape pas dedans. N'importe comment, sinon on prend la maison sur la tête. Hein. Donc là, on va toucher le mur porteur, on va toucher l'essence même du modèle économique, c'est-à-dire pourquoi faire je suis là, pas le why, le what for, pourquoi faire. Quel problème je résous, qu'est-ce qui se passerait si je n'existais pas? C'est la question. Voilà, dans mon métier que faisait mon père, mon grand-père, qu'est-ce qui se passerait si je n'existais pas? Tant que la réponse à cette question est fluide, continuez, ne changez rien, on ne change pas pour changer. Si jamais vous avez quelques difficultés à répondre à cette question, ou si la réponse est RIEN, ou même si c'est 3 fois rien,
vous engage à regarder peut-être sans stress, sans anxiété, l'anxiété tue l'action, et voilà, et sans peur particulière, mais voilà, quand même à regarder. Il faut se questionner. Et, ouais. voilà. Et ce qui change aujourd'hui, c'est que la perception de cette proposition de valeur, pourquoi faire, je suis là, eh bien, peut se retourner très rapidement. C'est la seule chose qui a changé par rapport à avant. Avant, je dirais, voilà, on faisait ça de père en fils, ça dure, etc. Aujourd'hui, c'est Kodak. Encore une fois, cet exemple est intéressant. 2 ans avant la fermeture, les chiffres du tableau de bord, du board de chez Kodak, n'annonçaient en rien une baisse d'activité. En rien du tout. Voilà. Et le board était juste avec les chiffres et était dans le noir le plus total quant à ce qui se passait sur la perception de la valeur d'imprimer les photos. Donc c'est ça qui change. Et donc l'idée du modèle économique et du nouveau modèle économique, c'est de donner des clés aux dirigeants pour ouvrir les chakras, se dire ok, là tout va bien, je check, ça va, ok, donc j'évolue tranquillement. Ah là ma proposition de valeur, elle est moins bien perçue, elle est moins bien mise en œuvre. Ok, comment je fais pour faire évoluer? Et l'idée, c'est d'avancer le plus possible vers des modèles d'économie de la fonctionnalité parce que, effectivement, bah voilà, ce sont, comme disait l'autre, hein, voilà, si on vise la lune et qu'on se plante, au moins on est dans les étoiles, quoi. Donc c'est pas très grave. Hein. C'est vrai, Luc. Par rapport à cette vision, est-ce qu'il y a eu une entité qui a été créée spécifiquement chez Decathlon? Avec peut-être un statut spécifique ou c'était immergé dans l'entreprise? Je réponds à ta question dans un instant. Je voudrais quand même réagir par rapport à ce que Franck disait. Tu as la parole. D'où moi je suis et de ce que j'ai vécu, je ne vois pas tout à fait les choses de la même manière. Et ça ne veut pas dire que je vois les choses plus juste d'un autre angle de vue. Et j'ai envie, pour introduire ça, de dire que j'ai beaucoup de mal avec la complexité, en fait. Je pense que la complexité est quelque chose qui paralyse. J'ai le sentiment, quand même, que avant de dire ça, je suis profondément convaincu que l'immense majorité des gens dans les entreprises, dans les comités de direction, sont sensibilisés aux enjeux environnementaux. Le why, c'est un sujet pour eux, etc., etc. Mais je pense quand même, et c'est vraiment pas un jugement que je pose là, entendez-le bien, je pense quand même que le mandat des comités de direction aujourd'hui, c'est de faire du fric. C'est pas un jugement que je pose, c'est d'essayer de partir d'une réalité qui est... Et les modèles économie de la fonctionnalité, en tout cas ce qu'on a démontré avec le projet WePlay Circular, et ça devient plus simple à ce moment-là, je pense, de mettre les dirigeants en mouvement et une organisation en mouvement, c'est qu'on arrive à des niveaux de profitabilité bien supérieurs au modèle linéaire aujourd'hui. Je peux vous donner les chiffres, en fait, ça coûte 3 à 6 fois moins cher pour le client que l'achat. On arrive à des niveaux de profitabilité quelque part entre 27 et 52%. Juste pour info, la profitabilité de Decathlon aujourd'hui, elle est de 5%. Donc on la multiplie par 5, 6, voire 10, voire 12. Et pour un même résultat, un même EBIT, on peut diviser les émissions CO2 par un facteur entre 15 et 32. Mais je pense qu'avec des chiffres comme ceux-là, ça devient plus simple de mettre une organisation en mouvement en fait, et de faire exploser les barrières et les résistances au changement. J'ai envie de réagir là-dessus. Pourquoi alors dans ces cas-là, pourquoi les entreprises n'y vont pas avec autant de preuves? Ben là, je vais répondre à ta question que tu avais posée juste avant. Est-ce qu'on a créé une entité? Enfin, ce n'est pas lié à l'identité, mais aujourd'hui, c'est une de mes profonde conviction, et je n'aime pas les convictions, mais celle-là, au plus je partage avec des organisations pour qui c'est des sujets, au plus ça la renforce. Parmi ce qui est tellement précieux pour ce genre de projet, ce genre de transformation, ce genre de mise en mouvement, je pense que la gouvernance est clé en fait. La gouvernance sera un frein ou un levier. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionnait chez Decathlon parce que c'est particulièrement singulier et je trouve particulièrement puissant. Chez Decathlon, la gouvernance c'était sous l'impulsion de Michel Abaleya, qui était le CEO du groupe. Et je suis persuadé, comme tu le disais, que Michel Leclerc et l'ADN de Decathlon permettait ça. Sans ça, on n'aurait pas pu vivre ce qu'on a vécu. Mais Michel Abaleya a voulu donner beaucoup d'autonomie et de liberté aux équipes sur le terrain. Et la Belgique, c'est reconnu par le groupe, est un des pays où on était le plus loin dans cette prise de liberté. Je vous parle du processus décisionnel qui était en place chez Decathlon, dans lequel la confiance était complètement intégrée. Et je vais répondre à ta question sur la structure à côté après. Je l'ai toujours. Chez Decathlon, n'importe qui pouvait décider n'importe quoi, à une condition qui était de respecter un process. Mais ce process n'était pas un process de validation, un process de consultation. Je vous donne un exemple. Augmenter votre salaire, ouvrir un magasin sur la Grande Place de Bruxelles, le projet WePlay Circular auquel j'ai donné naissance. Tout ce que vous voulez, vous pouvez décider. À une condition, respecter le process de validation. En quoi ça consiste? Aller en parler aux personnes qui vont être impactées par cette décision. L'équipe s'il y a une équipe, des experts sur les sujets clés s'il y a des sujets clés. Et ce process, la première phase du process, c'est consulter de manière individuelle.
Mais même si toutes les personnes consultées vous disent c'est une très mauvaise idée, la personne qui porte l'idée peut quand même y aller. Je peux augmenter mon salaire si mon équipe et mon patron me disent non, c'est une mauvaise idée. Je ne sais pas si vous imaginez ça dans une entreprise de 100 000 personnes. Il y a la possibilité d'un plan B. En tout cas. Il y a la possibilité d'un plan B, c'est qu'une personne pose un veto. Qu'est-ce qui se passe dans le cas du veto? On réunit les personnes de manière collective. La personne qui a posé son veto explique pourquoi elle pose son veto. Et ensuite, échange entre les membres du collectif. C'est toujours la personne qui porte l'idée qui peut décider. Et il y avait un plan C, à ma connaissance, Decathlon n'y est jamais arrivé. C'est un nouveau veto posé, on réunit à nouveau les gens en collectif. Cette fois-ci, on fait venir des externes, échange entre les participants. C'est toujours la personne qui porte l'idée qui peut décider. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer à quel point la confiance est donnée aux personnes qui portent des idées ou veulent prendre des décisions, et à quel point ce processus est responsabilisant et exigeant. C'est des mots que je mets depuis à peine quelques mois. J'ai quitté Decathlon en juillet de l'année passée. Mais je me rends compte que j'étais chargé d'une énergie, en fait, où j'avais le sentiment que tous les assets de Decathlon, tangibles et intangibles, et les assets de Decathlon, c'est costaud quand même, hein, que tous les assets de Decathlon étaient à ma disposition, comme à la disposition de tous les Decathlon, il n'y a pas seulement de Luc, étaient à disposition pour me permettre d'éclairer mes décisions, pour me permettre de moi prendre des décisions et d'engager Decathlon dans des décisions, et ensuite être soutenu dans ces décisions. Mais ça ouvre des possibles que je pense les gouvernances traditionnelles ne permettent pas. Et je donne deux exemples hyper précis. Le deuxième pour répondre à ta question. Quand j'ai eu cette idée d'ouvrir absolument tout le catalogue, il y a mon patron, mon leader, qui était dans mon advice process, mon process de consultation, qui m'a dit « Luc, je pense que c'est beaucoup mieux d'y aller sur une verticale, sur une typologie de produits. Démarrons par ça et puis éventuellement on va élargir le catalogue. » J'ai entendu ce qu'il me disait, c'était évidemment pertinent, comme j'ai entendu les autres personnes consulter, mais j'ai décidé de malgré tout y aller sur tout le catalogue. Je ne peux pas réécrire l'histoire, mais je pense que les deux scénarios les plus probables dans le cas où on aurait été sur une typologie de produit, c'est-à-dire dans le cas où le patron aurait décidé, comme c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, qu'est-ce qui se serait passé? Très probablement, soit ça fonctionnait sur cette typologie de produit, et qu'est-ce qu'on aurait probablement décidé? Comme ça fonctionne, on ne va pas y toucher, on va ouvrir une deuxième verticale, une deuxième typologie de produit, soit ça ne fonctionnait pas et on arrête tout. J'insiste, je ne peux pas réécrire l'histoire, mais c'est quand même fort probable que ces deux scénarios étaient les... Eh bien non, j'ai pu, grâce à la gouvernance en place, aller dans cette dynamique où tout le catalogue était ouvert. Tu as fait quelques nuits blanches? J'en ai fait beaucoup, mais c'est un projet qui m'a donné tellement d'énergie parce qu'il a été accueilli avec tellement d'enthousiasme dans toute l'organisation. Et pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a une filiale qui a été créée? Parce que c'était jusque-là la liberté chez Decathlon, en fait. Je suis une bille au niveau opérationnel, donc je me suis immédiatement entouré de 2 personnes. On a bricolé à 3 pour démarrer ce projet. Et très vite, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne créerait pas une filiale à côté? Parce que le Decathlon, c'est quand même un immense bateau. On a besoin d'agilité pour permettre à ce genre de modèle peut-être de voir le jour. On s'est regardés tous les 3, on s'est dit oui, super idée, on va créer une boîte à côté. En Belgique, pour créer une société, vous devez passer chez le notaire. On est passé chez le notaire, je me souviens super bien, un lundi matin. Le mardi, le lendemain, donc, j'ai appelé le CIO belge en lui disant « Faustino, j'ai des nouvelles concernant WePlay Circular ». Il m'a dit « Dis-moi, on a créé une boîte ». Vous savez ce qu'il m'a répondu? « Luc, ça sent super bon, ça ». Je pense que dans l'immense majorité des autres entreprises, je suis dégagé avec un coup de pied dans le cul et poursuivi par les avocats les plus difficiles au monde. En fait. Donc tu avais le droit de signature? En fait, ce qu'on avait, c'était jusque-là, on avait créé cette boîte à 3, on était 3 actionnaires et encore aujourd'hui, aucun doute sur nos intentions, on crée cette boîte à 3, mais dès qu'il va falloir l'intégrer dans Decathlon, on la donne pour pas un centime en fait. D'accord. En fait, voilà, j'en ai une petite émotion, et vous inquiétez pas avec mes émotions, mais quand on vous fait à ce point confiance, qu'est-ce que vous sentez là et là? Mais il y a un sentiment de responsabilité dingue. Donc pour nous, c'était tellement évident que le projet qu'on montait, c'était un projet pour Decathlon, pas un projet pour nous 3. C'était tellement évident que si à un moment il fallait réintégrer ça dans Decathlon, on n'allait pas négocier la vente du truc en fait. Mais par contre, si en amont on avait dû convaincre Decathlon de créer une boîte, mais il fallait passer par des procédures, ça aurait pris beaucoup trop de temps. Merci. Donc je reviens à la gouvernance, pour moi, elle est tellement clé, elle ouvre des possibles en fait que les gouvernances plus traditionnelles. Alors j'aimerais qu'on poursuive le sujet sur la gouvernance et sur les structures, parce que là tu parlais de la création d'une structure. J'aimerais qu'on regarde un peu sur les SIC. Je crois que Estuaire Énergie est une SIC, enfin c'est pas je crois, Estuaire Énergie est une SIC. Franck, tu peux nous en dire 2 mots?
C'est quoi une SIC exactement? Bien sûr, et alors justement, donc une SIC s'appuie sur la coopération dans l'un des Donc dossiers. c'est une société coopérative, c'est d'intérêt ça collectif. Voilà. En fait, ce qui vient d'être dit là, c'est exactement la mise en œuvre de ce qu'on appelle les ressources immatérielles dans les nouveaux modèles, dont fait partie bien sûr la coopération. On a parlé de confiance. On a derrière ça, il y a quand même un certain nombre de connaissances. Il y a des dirigeants qui ont de l'énergie. On parle de la santé, mais pas au sens d'absence de maladie. Et donc, dans les nouveaux modèles économiques, la mise en œuvre des ressources immatérielles au quotidien, ces ressources qui, on le sent bien, si elles sont présentes, ça marche mieux. Mais qui ne sont pas vraiment quantifiables. Si je vous pose la question là immédiatement dans votre couple, quel est le niveau de confiance entre 0 et 10 ? Non, j'ai pas besoin de réponse immédiatement, mais voilà, tout le monde sait ce que c'est que la confiance. Les smartphones sont arrêtés heureusement. Mais voilà, c'est mettre en œuvre la confiance, c'est pas une note de service, c'est pas de le décréter, c'est que le collaborateur, il se pose même pas la question d'aller chez le notaire en fait. Et ça, c'est très très puissant. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Par contre, ce sont des ingrédients fondamentaux pour la mise en œuvre de la coopération et donc l'évolution du modèle économique. Et ce qui est vachement bien dans les ressources immatérielles, c'est que plus vous les sollicitez, plus elles se développent. Plus vous sollicitez la confiance, plus elle se développe. Plus vous sollicitez la santé, c'est-à-dire le bien-être social, sociétal et psychologique de vos collaborateurs et de vous-même, quand vous êtes-vous dernièrement occupé de votre santé? Quand avez-vous marqué ça, vous, en tant que patron de service, sur votre agenda? Parce que si vous-même ne vous occupez pas de votre santé, vous ne pouvez pas vous occuper, je parle de santé physique, psychologique, sociale, de vos collaborateurs. Et tous ces ingrédients-là que l'on met en œuvre dans l'évolution vers le nouveau modèle économique, eh bien, sont des ingrédients de la coopération. La coopération qui n'est pas la collaboration. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de sémantique, mais la collaboration est donnée par le contrat client-fournisseur. La collaboration est donnée par le contrat de travail. C'est-à-dire que les parties mettent une partie de leurs moyens au service d'un objectif contractuel contre rémunération. Ça, c'est parfait, ça marche, il faut le faire. Nous, au CJD, on mesure l'implication des collaborateurs qui viennent dans nos entreprises depuis en tout cas 22 ans que j'y suis. Quand ils donnent 50%, on est super heureux de ce qu'ils ont quand ils arrivent le matin. Maintenant, si nous, patrons, on leur rendait aussi tout ce qu'ils donnaient quand ils arrivent le matin, eh ben ça se saurait aussi, donc ça marche très très bien. La coopération, c'est pas ça. La coopération, c'est basé sur le don. Voilà, c'est le mode de fonctionnement de la nature depuis 40 millions d'années. Si le chêne ne donne pas à la fougère, ils n'ont pas les petites pattes pour se barrer s'il y a du vent, voilà, et tout ça, c'est terminé. Et donc, c'est Darwin qui décrit bien la coopération, et la coopération est donnée par le don. Donc, c'est par le fait je donne tout ce que je peux, raisonnablement, et en faisant de mon histoire immédiatement, sans avoir à recevoir en retour immédiatement, mais dans la confiance que je vais recevoir beaucoup plus dans la durée. Et quand on parle de transition, ben ça, c'est très très important parce que la vraie folie, c'est d'attendre des résultats différents avec les mêmes méthodes. Tant que vous mettrez en place les mêmes méthodes, vous aurez les mêmes résultats. C'est pas grave. C'est pas grave si ça fonctionne. Continuez à mettre en place les mêmes méthodes. Là où il va falloir, et dans la transition énergétique, il va falloir attendre des résultats différents parce qu'on n'y est pas. On n'y est pas du tout. C'est très bien ce qu'on fait et c'est magnifique ce qu'on fait au quotidien. La sobriété, ces beaux bâtiments, etc. Mais encore une fois, c'est pas, voilà, 2023 plus 1,48 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle du 1950-1920. On n'y est pas. Donc, il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, on le fait ensemble et on met en œuvre donc cette coopération. Et dans une société coopérative d'intérêt collectif, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une SAS, à capital variable, donc une vraie boîte, voilà. Mais on met en œuvre la coopération par le fait qu'on n'a pas de clients, pas de fournisseurs. Tout l'écosystème est actionnaire de l'entreprise. Donc j'ai 50 actionnaires, donc qui vont de Fleury-Michon, CETI, IDEA, Kéran, Lacroix, Thierry Immobilier, le Lab, la brasserie du Bas-Chantenay, enfin tout un tas d'entreprises différentes, mais qui ont la conviction que pour réussir cette transition énergétique, il faut vraiment s'engager dans cette coopération. Et donc ils s'engagent par le fait qu'ils prennent des parts dans l'entreprise qui va les accompagner pour réussir cette transition énergétique. Et donc cette relation client-fournisseur est dépassée par la relation d'associé à associé. On est associé dans cette transition énergétique, on est associé. C'est une mutuelle, globalement. Est-ce que c'est le principe d'une mutuelle ou... Alors, parce que quand tu es sociétaire... En fait, moi, c'est intéressant parce que moi, ma mutuelle, elle est propriétaire de bâtiments extraordinaires qu'ils ont achetés avec mon argent.
Ils garantissent les risques. Ça, c'est non, mais d'accord. C'est même légal. C'est même légal. Non, mais d'accord, mais en fait, je trouve ça génial, la mutuelle. Hein. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que ma mutuelle, elle est propriétaire de millions de mètres carrés qu'ils ont achetés avec mon argent et qu'au lieu d'en vendre un, ils m'augmentent. Dans une SIC, en fait, le modèle économique ne peut pas permettre ça, c'est-à-dire que toute la création de valeur, elle doit être orientée dans l'objet de la SIC et donc dans des actions de transition énergétique. Par exemple, il y a une action qui serait géniale, c'est acheter la Tesla pour ma femme. En termes de transition énergétique, c'est magnifique. Moi, dirigeant, je veux dire, c'est important. Eh ben, c'est pas possible. Eh ben, c'est pas possible parce que toute la valeur créée dans une SIC doit être, et c'est la loi de toutes les SIC, réinvestie dans l'objet et donc dans des actions de transition énergétique de ces sociétaires. Et donc, la question de la mutuelle, c'est vraiment intéressant. On pourrait en reparler parce que moi, j'aimerais bien qu'on vende un bâtiment ou deux de quelques dizaines de milliers de mètres carrés au lieu d'augmenter les gens en permanence. Mais bon, enfin, je veux dire, après, je ne veux pas être exclu de ma mutuelle et je démentirai ce discours, bien sûr, en leur présence. En même temps, non, c'est absolument. Alors là, on est effectivement dans ce que je considère comme une dérive du modèle mutualiste, qui est une dérive absolument inacceptable. Exactement comme quand on parle d'un sujet d'économie collaborative qui est Airbnb. Jamais de la vie. Et moi, je suis tout à fait pour Airbnb, mais Airbnb est là pour enrichir cet actionnaire, et très bien, si j'avais eu cette idée, peut-être que je l'aurais fait, en tirant parti de la numérisation la plus poussée du modèle, mais on n'est pas du tout dans l'économie collaborative. Donc, mais c'est pas grave, encore une fois. Mais ça c'est une orientation très poussée de gens très intelligents qui ont eu cette idée. Mais là, je suis désolé, voilà, c'est pas tout à fait ça. Donc, tous les modèles sont bons, on n'oppose rien. En même temps, on en regarde les limites. Et donc, non, une SIC, c'est pas du tout une mutuelle. Sauf si je suis autorisé à racheter du foncier, là, je vous le dirai. mais je pense pas que ce soit mon métier avec l'argent de mes sociétaires. Parce que, on doit réussir la transition énergétique. Hein. Vous savez, voilà, nous on a une vision 2030, on va réussir ensemble. Il nous reste 2015 dodo, 2015 jours, 2015 occasions de se mettre ensemble, de travailler ensemble, mais réellement en coopération pour réussir cette transition énergétique. En même temps, dans ce domaine-là, l'échauffement est terminé, il faut enlever le survêtement. Et donc là, on a le vecteur, on a notre entreprise, c'est notre entreprise vraiment en coopération, en transparence pour pouvoir réussir cette transition énergétique. Et donc c'est effectivement un modèle de gouvernance, d'expérimentation. Voilà, il ne faut pas opposer, il faut continuer à faire ce qu'on fait là. Je n'oppose rien, hein, c'est pas à la place d'eux, c'est pas la solution, c'est pas la vérité. C'est la cohabitation en tout cas au début. En même temps, c'est une mise en œuvre de la coopération vraiment. Messieurs, le temps passe tellement vite. J'aimerais qu'on rentre de manière assez concrète sur les résultats. Les résultats de ces modèles. Luc, en quelques chiffres peut-être, tu peux nous dire WePlay Circular. Alors on a déjà un peu exploré quelques données. Je les ai données tout à l'heure, je vais les redonner maintenant. C'est 3 à 6 fois moins cher pour le client. Des niveaux de profitabilité entre 27 et 52%. Je rappelle, la profitabilité de Decathlon aujourd'hui sur le modèle linéaire est de 5%. Et pour un même résultat, un même EBIT, on peut diviser les émissions CO2 par un facteur entre 15 et 32. Très bien. Donc, bien plus performant que les modèles actuels. Et j'ai envie, très vite aussi, parce que je perçois que souvent, les organisations font ça comme des changements hyper complexes. Il faut transformer toute l'organisation. Il faut des processus décisionnels comme ceux qui étaient en place chez Decat. Non. En fait, pour moi, c'est hyper simple. Hyper simple. C'est juste la direction générale qui accepte de mettre un peu de fric dans un projet d'exploration, qui accepte que ce projet ait sa propre gouvernance. Et il n'y a rien à bousculer dans l'organisation existante pour démarrer. Juste confirmer le potentiel à travers un POC avec quelques clients. Essayer quoi, c'est ça, oser y aller. Je dirais presque que tout est possible, il y en a qui font des t-shirts d'ailleurs. Franck, quelques résultats, est-ce que tu as aujourd'hui quelques éléments concrets à nous partager? Bien sûr, alors on est dans l'immatériel, alors j'ai peut-être un peu moins de chiffres, hein, j'en ai aussi, mais d'abord je voudrais juste dire que en tout cas dans ma conception des nouveaux modèles économiques, 52% de résultats c'est juste impossible. Parce que dans les nouveaux modèles économiques, il y a une juste répartition. Alors, quel est le mot juste? Une juste répartition de la valeur créée et un retour au territoire obligatoire. Ça, c'est fondamental. Et donc, 52% pour une des parties, c'est pas possible. C'est comme dans la SIC, 52% de part dans une SIC, c'est pas possible. Personne ne peut avoir plus que 49%. Parce que sinon, il n'y a pas de coopération. D'accord? Et donc, c'est d'ailleurs un effet rebond à gérer, parce que c'est un vrai sujet. Et donc, tant mieux si c'est ça. Mais dans les nouveaux modèles économiques, en tous les cas, tels qu'on les porte, nous, au Centre de jeunes dirigeants, et tels que je les porte, il y a vraiment un encart très important sur
une certaine forme de redistribution de la valeur et du profit. Je suis pour la création de valeur, je suis pour la performance économique. Si l'entreprise ne crée pas de valeur, on ne parle pas de tout ça, bien évidemment. Donc je mets ça bien sûr en priorité. En même temps, ce n'est pas durable pour moi et c'est pas ce que je dis que fait Decathlon, mais attention, c'est aussi un indicateur, c'est-à-dire dans mon modèle économique, comment je m'assure que la valeur créée est redistribuée équitablement. Et c'est tout là qu'est la discussion. Parce que je vais peut-être considérer que 52% c'est équitable pour moi et rien pour les autres c'est équitable, mais voilà, mais ça marche pas réellement comme ça. Donc, un certain nombre de résultats, et bien dans Estuaire Énergie en tout cas, qui est la deuxième cycle que je crée, voilà, nous avons 50 sociétaires aujourd'hui. Alors il a fallu la crise énergétique, bien évidemment. Avant, personne ne voulait créer une boîte pour acheter de l'électricité. Il suffisait d'appuyer le bouton et tout ça, sur le bouton et tout ça arrivait, c'était pas cher. On est légèrement passé dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu, donc c'est 50 sociétaires, c'est 500 gigawattheures de poids énergétique en électricité, donc ce qui fait de nous quand même un acteur qui devient assez important pour négocier avec les gros mastodontes. Et donc c'est moins 30% sur les factures énergétiques aujourd'hui en achat de nos entreprises. Voilà, ce sont des participations qui sont maintenues, des intéressements qui sont maintenus, parce que là où elles ont été supprimées en lien avec l'augmentation des prix de l'énergie, voilà, une des premières conséquences, ça a été ça, quand le résultat d'exploitation part dans l'électricité, eh bien, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, voilà. C'est plus de sérénité apportée aux dirigeants sur cette projection du budget énergie, puisque de tout temps, l'énergie, c'était le même prix tous les ans, on reportait. Maintenant, eh bien, il faut gérer ça stratégiquement et d'apporter cette sérénité, cette visibilité. C'est effectivement une division par 10 des émissions de tonnes de CO2, puisqu'on va privilégier des énergies propres produites localement et par nous-mêmes, et qu'on va plus facilement mettre en œuvre, parce que voilà, ici vous produisez en panneaux photovoltaïques, vous avez eu le courage de le faire. Je peux vous dire, quand vous êtes chef d'entreprise tout seul, vous avez un vrai métier. Appelez Enedis et vous allez voir comment vous allez être encouragé à continuer. Voilà, mais c'est pas de la faute d'Enedis, c'est juste que c'est hyper complexe et donc vous allez laisser les choses de côté. Voilà, et donc le moyen, c'est de le faire ensemble, c'est-à-dire de bénéficier des expériences des autres. Et après, c'est 10 ans d'accompagnement, c'est des emplois préservés localement qui auraient pu être délocalisés. Ce sont vraiment de belles histoires de développement, mais je pourrais vous en parler. Voilà. En fait, c'est surtout le développement d'un modèle, c'est le passage dans une ère qui donne plein d'opportunités, tout en conservant son métier de base, bien sûr. Parce que souvent on dit oui, les nouveaux modèles, ça me fait oublier mon métier de base. Pas du tout. On conserve le métier de base, évidemment, et on va même chercher l'excellence dans ce métier de base. Et on avance, et surtout on avance ensemble, et ce qui fait moins peur, quoi. Merci messieurs. Une dernière question, parce qu'on aime finir cette web émission par quelques conseils concrets. Si vous aviez, trois conseils chacun à partager pour réussir ces nouveaux modèles, la mise en place de ces 10 nouveaux modèles circulaires ou l'économie de la fonctionnalité. Oui, un conseil, mais avec trois branches. Juste une toute petite réaction, les 27 à 52%, c'est une opportunité de partager ces gains de rentabilité avec d'autres, réduire les prix avec l'achat en amont. Bien sûr. Oui, j'aurais un conseil à donner, c'est d'être déraisonnable, en fait. Et j'insiste sur ce point-là. Ça veut dire quoi, être déraisonnable? Ça ne veut pas dire prendre des décisions et se foutre des conséquences. C'est tellement pas ça, mais c'est sortir de la raison, c'est sortir du connu, c'est sortir du mental. Pour te rejoindre un peu, Franck, c'est pas avec les approches d'aujourd'hui, c'est pas avec le connu qu'on va répondre aux enjeux et trouver des modèles plus performants. Et j'ai envie de le concrétiser un petit peu, ça être déraisonnable. La gouvernance, des exemples comme les modes de gouvernance existants chez Decathlon, pas dans toute l'organisation, dans des projets d'exploration vers de l'innovation disruptive. Le deuxième, c'est d'être déraisonnable aussi dans la manière d'être ouvert et transparent sur ce qui se vit dans le quotidien dans ce projet, de partager ça et d'être transparent aussi sur ces points de vulnérabilité et de fragilité. Je pense que c'est d'une puissance, et je l'ai vécu un peu chez Decathlon, d'une puissance énorme de dire où ça ne va pas, où c'est compliqué. Et on a plutôt une tendance à garder ça pour nous. Et un troisième, c'est oui, mettez-vous en mouvement sur des modèles économie de la fonctionnalité, économie d'usage, mais sur les modèles les plus ambitieux possibles. Ça ne va pas coûter plus de fric et allez-y pas à pas, en fait. Merci Luc. Merci Franck.
pas beaucoup de choses à dire en plus. Effectivement, il y a ceux qui regardent le monde tel qu'il est, qui se demandent pourquoi, et il y a ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent pourquoi pas. Et donc, effectivement, voilà, n'attendez pas que votre proposition de valeur soit dévalorisée, que vous ayez vous perdiez des clients, etc. Réfléchissez, engagez la réflexion, faites confiance aux équipes sur aussi et à ceux qui font. Hein, dans le Nord, on dit il y a les diseux et les faiseux. C'est ceux qui font qui savent. C'est pas vous. Bien, oh non, mais vous savez beaucoup de choses, vous êtes, voilà. Mais en tous les cas, pensez à engager. C'est ça aussi la coopération. Vous avez des gens qui savent. C'est ceux qui font. On parlait d'une entreprise de peinture tout à l'heure qui s'engage dans l'opération. Eh bien, on intègre des peintres. Ce sont les peintres qui, tous les jours, ils savent parce qu'ils sont en contact du client, ils voient comment la proposition de valeur est perçue, etc. Et donc c'est très très important aussi d'intégrer dans les équipes tous les niveaux parce que c'est comme ça que la solution va se construire. Voilà. Après, effectivement, c'est plus facile quand on a une certaine appétence au changement et que on s'engage dans un processus. Mais voilà, on dit toujours ce qui change pas, c'est le changement. Ouais, bon, après, c'est pas exactement le cas tout le temps, mais en tout cas, c'est sûr que ça va demander du changement. Et donc, voilà, que c'est un chemin. Hein, si on imagine tout de suite arriver au but avec tous les moyens, on s'arrête tout de suite parce que on va vite être en syntaxe error, memory overflow, quoi. Hein. Voilà, donc stop, basta, on reste comme avant. Et donc vraiment, voilà, étape par étape, faire évoluer. On va découvrir des choses extraordinaires en avançant, auxquelles peut-être on ne s'attendait pas, parce qu'on va travailler avec les clients, on va travailler avec les parties prenantes, avec certains fournisseurs qui sont apporteurs de solutions. Ça, c'est très très important. Dès qu'on le peut, ouvrir le travail avec les parties prenantes et dire, ok, je ne sais pas exactement où je veux aller, mais j'ai envie de te parler de ça, toi, mon client, qui me fait confiance depuis un bout de temps. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu serais prêt à, toi, changer potentiellement? Parce que sinon, on travaille par cahier des charges. Ça j'adore, ça, voilà. Donc la relation, comment je t'envoie un cahier des charges. Pof, prends ça. Et puis moi, je te renvoie mes conditions générales de vente, qui sont les trucs que si tu déroges au cahier des charges, tu vas voir ce qui va t'arriver. D'accord? Mais ça marche très bien, il faut continuer. Hein. En même temps, est-ce qu'on ne pourrait pas construire la solution ensemble? Tu sais, on disait toujours, voilà, ces changements de posture, on disait toujours, c'est le patron, il sait. Le patron, il anticipe. Le patron, il anticipe le monde pour le contrôler. Quoi? Qui est en capacité, aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, de pouvoir, avant, on était dans un territoire, le patron, il savait lire plus que les autres, il avait plus de contacts, donc il savait anticiper. Aujourd'hui, c'est juste impossible. Qui anticipe une pandémie qui vous tombe sur le coin de la tronche? Et c'est pas fini. Donc, abandonnons l'anticiper pour contrôler, écrivons-le ensemble pour mieux le contrôler. Donc, travaillons avec les parties prenantes, avec ceux qui nous font le plus confiance, avec les collaborateurs, les clients, les fournisseurs. Et si on écrivait le prochain monde ensemble? Et là, on va le contrôler, puisque c'est nous qui allons l'écrire. Mais ne me demandez pas à moi tout ce que je dois inventer pour vous satisfaire. Dites-moi, c'est quoi votre rêve le plus fou? Et on va essayer ensemble de l'écrire. Et donc là, on le contrôlera parfaitement, puisqu'on aura écrit ça ensemble. Et donc, moi, c'est ça que je dirais. Réunissons-nous, n'attendons pas de l'autre ce qui n'est pas capable de nous fournir, mais construisons ensemble ce que nous souhaitons vivre et ce que nous souhaitons expérimenter pour aujourd'hui et pour demain. Et puis n'oubliez pas de prendre un peu de plaisir et je pense qu'au pire ça marche. Merci, messieurs, ça sera le mot de la fin. Je retiens, écrivons les rêves les plus fous. J'espère que vous écrirez à l'issue de cette web émission les rêves les plus fous. Je vous rappelle que cette web émission étant éco-conçue, elle sera disponible en replay pendant 2 mois, puis basculera en podcast pour respecter notre empreinte carbone. Et voilà, c'est fini, et c'est vraiment fini, puisque lancé en 2021, après plus de 20 web émissions, eh bien, nous avons décidé de changer de concept. Vous verrez très prochainement apparaître Et alors, c'est du live, c'est plus court, et ça sera porté par les Tibbs. On sera impatient de vous retrouver sur les réseaux sociaux à partir du mois de septembre. Je tiens donc à remercier bien évidemment nos invités. Merci Luc, merci Franck, c'était passionnant. Je pense qu'1 heure n'est pas assez. On aurait aimé vous entendre, j'aurais aimé vous questionner sur les limites du modèle et sur tout l'impact que ces modèles ont pour vous aussi.
Merci aux équipes du Chêne Pointu, puisque je rappelle que ce tournage a eu lieu au Chêne Pointu à Tipco à Saint-Aignan-le-Grand-Lieu, en public. Merci à Hélène et Christiane et Stéphanie avec qui nous avons préparé cette web émission. Merci à la technique, Alice pour le montage et l'enregistrement. Merci également à Antoine pour la prise de son. C'est le moment encore des merci parce que comme c'est la dernière web émission, je tiens également à souligner que la confiance que nous a accordée notre direction générale dans ces nouveaux concepts a été permanente dans ces web émissions. Donc je tiens à remercier notre direction générale, merci à la com et Jean-Christophe Vinel et toutes les équipes commerciales qui ont su embarquer et relayer cette web émission. Voilà, moi en tout cas j'ai pris un énorme plaisir de cohabiter avec vous à travers les réseaux sociaux, à rencontrer toutes ces formidables équipes. Je vous donne rendez-vous dans de prochaines aventures et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, ciao, c'est fini.